Esto sigue moviéndose. Dans ces mêmes locaux où on vous apprend que la Terre tremble et gronde, on ne vous apprend cependant pas une chose, ce que ça fait un séisme. En effet, parmi vous, très peu de personnes en banlieue parisienne ont déjà vécu un séisme. On nous apprend seulement que la Terre tremble. Est-ce tout? Non. C'est ce que l'on va essayer de vous présenter dans cette petite vidéo à travers le témoignage d'un témoin direct parisien d'un séisme très puissant, celui du Chili le 27 février 2010. Ce 27 février 2010, un séisme d'une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter a fait trembler la Terre pendant plus de 3 minutes dans la lagune de Concepción. Ce séisme a provoqué de très nombreux dégâts. 50 fois plus puissant que celui d'Haïti, il a fait 500 morts, 800 000 sinistrés et plus de 30 milliards de dollars de dégâts. Pourquoi la Terre tremble? C'est ce que va vous présenter Célia. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Célia. Alors, pourquoi la Terre tremble? Donc, cela est dû au mouvement de convection qui va entraîner le déplacement des plaques tectoniques. Donc, l'énergie qui est liée au contact de ces plaques va se concentrer au niveau des failles, donc qui est la zone où les plaques se rencontrent. Donc, le mouvement peut s'effectuer de manière lisse et dans ce cas-là, l'énergie va se dissiper de manière continue. Ou bien, il peut y avoir des zones de blocage. Et là, on va parler de rugosité. L'énergie va s'accumuler jusqu'à créer des déformations élastiques. Donc, c'est à ce niveau-là que va s'accumuler de l'énergie jusqu'à atteindre le point de résistivité de la roche. Au moment où ça va céder, on va parler de point de rupture. Donc, l'énergie qui est libérée au niveau du point de rupture est mesurée par la magnitude et donc l'intensité. Donc pourquoi le Chili? Nous avons choisi le Chili comme zone d'étude car c'est un pays qui est situé à la frontière de deux plaques, donc la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca. Donc de surcroît, nous avons également un témoin, donc M. Bruno Bonin, qui a vécu un séisme au Chili le 27 février 2010. Alors, bonjour Monsieur Bonin. Comment ce séisme a commencé? Alors il a commencé par un bruit sourd. Le tremblement de la maison, suivi des vitres. Pour moi, le temps s'était arrêté. Quand cette maison a commencé à trembler, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Le bruit sourd évoqué par le témoin est celui de l'onde P qui se propage à l'intérieur de la Terre avec une vitesse de 6,5 km par seconde. On l'entend et la sent en premier. Elle étire et compresse successivement les sols qu'elle traverse. Arrivée à la surface, elle se transforme en onde sonore, expliquant le grondement. Proche de l'épicentre, le bruit perçu sera semblable à celui d'une explosion. Et quand la Terre a vraiment commencé donc à trembler, après ce grondement sourd et lointain que vous avez entendu, que s'est-il passé? Qu'avez-vous ressenti? Un va-et-vient latéral avec quelques rotations d'avant en arrière. C'est ce que j'ai ressenti. Le secteur de Concepción n'avait pas enregistré de séisme puissant depuis 1835. Cette lacune sismique inquiétait de nombreux scientifiques qui enregistraient les moindres mouvements des plaques. La faille concernée fait 600 km de long pour 100 km de large. Elle est sujette à un régime compressif des plaques entre elles. Nous avons un mouvement en faille inverse. Une plaque est alors poussée de manière verticale par rapport à l'autre. Au Chili, la plaque océanique Nazca glisse sous la plaque continentale sud-américaine. Nous sommes donc dans le cas d'un séisme de subduction, comme le montre la position de l'hypocentre dans le plan Wadati-Benioff à 35 km de profondeur. La somme de ces éléments indique que le séisme en question était de type mégathrust, c'est la famille des plus puissants séismes. Les mouvements relevés par le témoin étaient plus de type horizontaux et elliptiques. Les ondes de Love ont un mouvement horizontal, principalement responsable des dégâts. Les ondes de Rayleigh forment des vagues de mouvements elliptiques. Cela est aussi confirmé par les vidéos de surveillance ayant capturé ce même séisme. Une fois que les secousses se sont arrêtées, quel a été votre ressenti? Comment étaient les gens autour de vous? Qu'avez-vous fait? Avez-vous vu des dégâts? Alors, une fois fini, ça m'a fait vraiment un retour à la réalité. Des routes fissurées, des ponts détruits, tout a été coupé. Le manque d'eau s'est installé, le manque d'électricité s'est installé pendant des semaines et des semaines.
Les pompiers nous ont fourni de l'eau au bout de quelques jours, mais ça a été vraiment une ration minime par personne. C'était un cauchemar. Alors, ce film vous a permis de comprendre les processus physiques régissant les séismes, mais au-delà de cela, et à travers le récit du séisme par un témoin, il permet de remettre en lumière les conséquences à court terme, donc comme par exemple le manque d'eau ou le manque d'électricité, qui pose un certain nombre de questions en termes de gestion de risque et de résilience après une telle catastrophe. Questions auxquelles vous trouverez des réponses via vos recherches, si bien sûr le sujet vous intéresse. En vous remerciant de votre attention.